Salut à tous, aujourd'hui un top épisode avec Amin Slim, qui est Sales Manager chez LinkedIn depuis 6 ans maintenant. Amin va vous livrer énormément de conseils pratiques pour mener à bien un entretien de découverte, donc ouvrez bien grand vos oreilles. On va parler aussi de coaching avec Amin et de l'importance pour un commercial d'être accompagné. Donc c'est quelque chose que je porte avec ma société Vive, avec qui on travaille avec énormément de coachs pour proposer à des commerciaux d'être analysés en vidéo par des coachs. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'est un épisode que je suis fier de vous partager. Donc notez-le si ça vous a plu sur Apple Podcast, 5 étoiles, et ce sera génial pour moi et pour les héros de la vente. Bon épisode à tous! Bonjour à tous, bienvenue sur les héros de la vente pour un nouvel épisode avec Amin Slim. Amin, bonjour. Bonjour Alexandre. Amin, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Bien sûr, ouais. Écoute, je m'appelle Amin, je travaille chez LinkedIn, je suis Regional Sales Manager, ce qui est l'équivalent de directeur commercial, et j'encadre une équipe de 9 personnes, et on couvre 3 pays que sont la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Ok, très bien. Amin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant d'arriver chez LinkedIn ? Ouais, bien sûr. Écoute, je suis diplômé de l'ESC Grenoble. J'ai fait un stage de fin d'études chez Wizbee. C'est là où j'ai découvert la vente Ouais. et où j'ai mis le pied en fait dans la vente. Ensuite, j'ai travaillé chez JobTeaser en tant que commercial grand compte pendant 2 ans. Et après, j'ai quitté Paris pour m'installer à Dublin et rejoindre LinkedIn en tant que business developer. Et ensuite, j'ai suivi le parcours en fait de business developer, commercial et manager. D'accord. Et donc, ça fait combien d'années que tu es chez LinkedIn ? Euh, Ça fait un peu plus de 6 ans, ce qui est beaucoup pour une boîte tech. Ouais. Ouais, ça fait un peu plus de 6 ans. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que LinkedIn, c'est quand même c'est un mastodonte du logiciel SaaS Mm. et des boîtes américaines qui marchent bien. Ça a été racheté par Microsoft, Ouais, tout à fait. plusieurs milliards d'euros. Mm. Est-ce que tu peux nous donner un peu, c'est quoi l'école de vente chez LinkedIn synthétiquement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des formations, j'imagine, Oui, tout à euh, fait. Ouais, alors en fait, bon, LinkedIn suit un petit peu le parcours et le cursus de vente de plusieurs boîtes tech, pour ne pas les citer, Salesforce, Oracle, etc. Donc il y a ce qu'on appelle un onboarding au début ouais, d'à peu près 1 mois, au cours duquel les nouveaux employés sont formés et sont certifiés aussi. Ensuite, il y a un onboarding un peu plus personnalisé fait par les sales managers auprès des nouveaux embauchés. Et après, la particularité de LinkedIn, c'est qu'il y a un fort ADN de coaching et de coaching en vente qui se fait en fait de manière très assidue. Et en plus de ça, LinkedIn a aussi développé une méthodologie commerciale qui s'appelle Sales Excellence, qui est une méthodologie propre à LinkedIn et vraiment créée par LinkedIn pour les employés LinkedIn. d'accord, ok, très intéressant. Et le coaching en vente, vous avez des coachs en interne, c'est ça? En effet, en fait, ça peut être des commerciaux seniors, ça peut être des sales managers qui passent une certification. Alors, il y a plusieurs paliers, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ces coachs, en fait, sont à la disposition des autres commerciaux qui veulent être coachés. Ça peut être sur une thématique en particulier, ça peut être sur faire une démonstration des solutions, ça peut être sur comment parler à des dirigeants, ça peut être planifier son portefeuille de compte. Et bien évidemment, comme tout coaching, l'idée ce n'est pas d'apporter la solution, mais d'accompagner la personne à trouver la solution par elle-même. D'accord, très bien. Toi, tu es passé par cette case de coach ou pas du tout? Oui, bah, en fait, j'ai fait partie des pionniers dans le coaching en 2016 à l'époque, Ok, qui était un peu l'année où on a lancé le programme de coaching à Dublin sur un département spécifique, et j'ai été l'un des premiers coachs certifiés. Et ensuite, en fait, j'ai
promu un petit peu ce programme-là auprès des 300 commerciaux de mon département, puis en dehors de mon département aussi, à tel point qu'aujourd'hui, en fait, notre siège américain vient voir un petit peu comment on fait le coaching pour récupérer les bonnes pratiques qu'on a mises en place. Alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt nous, les Européens, qui allons voir un peu les bonnes pratiques chez nos amis américains. Et bien là, c'était l'inverse. Ah, c'est ouais, très intéressant. C'est vrai c'est bien d'avoir un peu les coulisses de ce genre de boîte hein, Mm, qui ont pignon sur rue. Et donc, ok, vous avez institué le coaching des commerciaux en interne. Très tout à fait. intéressant. Écoute, aujourd'hui, on va pas parler de coaching, quoique, on va peut-être en parler un peu, mais Mm, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est l'appel de découverte. ouais, Alors, j'ai fait un épisode au tout début là, du podcast sur les héros de la vente avec Jean-Pascal Mollet, qui est coach justement, d'accord. sur l'entretien de découverte. Mhm, Mais ce qui est intéressant, c'est, tu vas en parler, hein, mais il y a plein de méthodes pour tout à faire une fait. découverte. Et là, donc, tu vas nous donner un peu la méthode. Donc, j'imagine que c'est une méthode qui fait partie du programme Sales Excellence dont tu nous as évoqué un peu. Exactement. Ouais. Et donc, tu vas nous parler de cette méthode. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa de ta part de nous partager ce contenu-là, qui, à mon avis, a beaucoup de valeur, hein, puisque enfin, voilà, je pense que LinkedIn a beaucoup de choses à apprendre aux commerciaux de tout poil. Donc, pourquoi déjà tu voulais parler de ce sujet? Bah écoute, Alexandre, c'est simple. Donc l'appel de découverte dont on va parler, ça vient en fait suite à un email qui a été envoyé par le commercial auprès d'un prospect ou d'un client. Et le prospect a répondu positivement et le rendez-vous a été pris et donc c'est là que ça commence. Pourquoi est-ce que cet appel est important? Tout simplement parce que c'est la première interaction. Et comme toute première impression, il faut qu'elle soit bonne. Et donc je pense que c'est en fait fondamental d'utiliser cette première interaction pour mettre en place la relation, pour instaurer un climat de confiance, pour aussi avoir un bon équilibre des rapports de force, qui ne soient pas trop vers le commercial ou bien vers le prospect. Et c'est ce qui va en fait déterminer tout le reste de l'expérience commerciale. Donc c'est pour ça que cet appel, il est important. Ce n'est pas juste une récolte des infos, mais c'est vraiment, je pense, ce qui va donner du sens en fait à toute l'interaction. D'accord, très bien. Tu me disais en off que la méthode dont tu vas nous parler, c'est particulièrement performant pour le B2B. Exactement. En fait, c'est ce que je te disais, c'est que ce dont on va parler, c'est bien évidemment, c'est pas la seule méthode, hein. Il y a plein de façons pertinentes de faire des appels des découvertes. Là, c'est une méthode en fait qu'on utilise nous chez LinkedIn, qui a fait ses preuves de façon empirique et via les chiffres. Et c'est performant, comme tu l'as dit, sur le B2B. Et bah, l'un des cas d'école, c'est la vente en SaaS qui se prête plutôt bien à ce type d'appel de découverte. Ok, très bien. Bon, bah super. Tu veux nous peut-être nous dire c'est quoi d'abord le début pour réussir, c'est quoi, comment on fait un appel de découverte réussi, par quoi on commence? Voilà. Je pense que déjà, pour bien réussir l'appel de découverte, ça se joue avant, ça se joue dans la préparation. Ouais. Alors bien évidemment, la préparation est proportionnelle à la taille du compte sur lequel on travaille, hein. Si c'est, un grand compte, bah, ça va nécessiter une plus grosse préparation que si on parle d'un petit compte. Encore faut-il bien définir ce qu'est qu'un grand compte et ce qu'est qu'un petit compte. C'est pas uniquement le nombre d'employés, mais c'est vraiment lié, en fait, à ce que la société va proposer en termes de solutions. Donc ça se joue déjà avant. Il y a plein d'outils, hein, pour préparer des appels avec les réseaux sociaux, avec tous les logiciels qu'on a à disposition, les blogs, etc. Maintenant, on est vraiment capable d'avoir une batterie d'informations. Ouais, Et avec LinkedIn. entre autres avec LinkedIn, hein, mais pas que. Et j'ai presque envie de dire que déjà, beaucoup de choses se jouent là, parce que si on pose des questions dont les réponses se trouvent déjà en ligne,
ça peut parfois déjà porter préjudice en fait au commercial, puisqu'on peut tomber sur des dirigeants qui vont nous dire bah, tout ça se trouve sur notre site internet ou tout ça se trouve sur ma page LinkedIn. Donc déjà, ça montre un petit peu si on a bien fait son travail en amont ou si on l'a pas fait. Ouais. Ouais, ce qui est marrant, c'est que le dernier épisode que j'ai fait avec Alexandre Mingal, justement, il nous expliquait, lui, préparer ses entretiens en regardant le plus, enfin, si c'est possible, des Mmh. vidéos de son interlocuteur Ouais, tout à fait, ouais. pour comprendre en fait quel type de profil, de personnalité Mmh. la personne avait en fait. Ouais, complètement. Je rejoins tout à fait, hein, puis, pour la petite anecdote, il m'est même arrivé une fois de réutiliser un tweet d'un CEO, Oui, qui a été posté, le jour même et ça m'a permis de briser la glace dès le début. Je ne suis pas un incontournable et un utilisateur assidu de Twitter, mais comme ça faisait partie un petit peu des outils que je regardais, ça m'a permis de bien commencer l'appel. très bien. Donc voilà, recherche approfondie Yes, voilà, effectuer avant l'appel. exactement. Ensuite, donc tu arrives en appel de découverte avec ton prospect. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que toi, en tant que commercial pour LinkedIn, Mmh. qu'est-ce que tu fais? Hem il y a 6 choses qu'on va voir en fait. Donc Ouais, ce que je vais présenter là, c'est 6 parties dans l'appel de découverte. Encore une fois, on parle de théorie ici, hein. On sait ouais, très bien que dans la pratique, les choses peuvent se passer complètement différemment et c'est tout à fait normal. Le but, c'est pas de mettre en place, et en pratique à 100 les 6 parties qu'on va voir là, mais c'est juste d'avoir une trame qui peut en fait nous être utile. Donc la première de ces 6 parties, c'est tout simplement c'est l'introduction. L'introduction, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle peut parfois être, soit bâclée, soit pas bien abordée et c'est ce qui peut générer parfois un déséquilibre, en fait, pendant l'appel. D'où l'importance de bien la faire et dans l'introduction, il y a 4 choses à aborder. La première, c'est tout bête, hein, mais c'est de déjà bien vérifier le timing qu'on a. Souvent, quand on envoie un email, on envoie une invitation par calendrier, on met un appel de 15, 30, 45, 60 minutes. Et déjà, on peut, ici voir quelques accrochages. Est-ce qu'on a toujours 30 minutes, monsieur le CEO? Il se peut qu'ils disent: «Non, j'ai que 5 minutes, allez-y, déballez-moi vos solutions». Et déjà ici, il s'agit de bien rappeler que justement, on ne peut pas faire cet appel-là en 5 minutes, qu'il est nécessaire de passer 30 minutes. Et déjà ici, le rapport de force, il est important, puisque, il est important d'expliquer le pourquoi de ces 30 minutes. Chacun a un temps très précieux, et il est important de bien l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose de l'introduction. Deuxième point, et c'est dans l'air du temps avec, tous les rendez-vous qu'on peut faire, à distance, c'est de savoir qui est sur l'appel. Puisque en fonction des personnes qui vont être là, eh bien, ça va déjà nous donner quelques pistes à creuser. On ne va pas poser les mêmes questions si on a, un DAF et si on a, un directeur des opérations. On ne va pas poser les mêmes questions si on a, un assistant, une assistante marketing et un ou une DRH. Donc là, c'est hyper important de bien savoir à qui on parle et de bien aussi, aider les personnes à se présenter. Troisième point, c'est le point, je dirais, central de l'introduction, c'est les objectifs de l'appel. Et celui-là, il faut passer un petit peu de temps dessus parce que, c'est ce qui va définir un petit peu ce qu'on appelle chez LinkedIn le contrat social de ce call-là. Et c'est ce qui peut, faire que la relation va très bien se passer comme ce qui peut arriver, c'est que la relation ne se passera pas bien du tout pendant cet appel. 1 chose, avant de donner nous-mêmes notre propre, ordre du jour, moi ce que je conseille en fait aux commerciaux que je coach, c'est déjà de demander quelles sont les attentes en fait de nos interlocuteurs. Souvent ça peut être, des infos sur les prix, sur, les produits, sur, la concurrence. C'est toujours bien de noter pour voir ce qui les intéresse le plus. Deuxième point de ces objectifs-là, c'est de proposer l'agenda qu'on va aborder et c'est souvent, ça fait souvent écho à l'agenda qu'on a donné, par email, idéalement en amont. C'est aussi important et là c'est une petite astuce, c'est de dire ce qu'on ne va pas faire pendant cet appel et ça va permettre de couper l'herbe sous le pied à toutes les objections qui peuvent nous embêter pendant l'appel.
Donc par exemple, on va pas parler de prix aujourd'hui, on va pas parler de produits, on va pas parler de ce point-là. Ça, on va l'aborder, mais peut-être dans un autre appel si jamais on se rend compte que ça peut être pertinent. Une deuxième astuce, c'est peut-être de partager en fait à notre prospect à quoi ressemblerait un appel réussi. Un appel réussi, c'est, de mon côté, avoir un maximum d'informations pour que je puisse vous préparer une démonstration sur mesure et j'ai l'impression pour vous, monsieur ou madame la CEO, un appel réussi, c'est de savoir un petit peu ce qu'on peut vous proposer en termes de solutions. Et pour terminer l'introduction, heu, là, tout va se jouer sur cette question, c'est: «Est-ce que cela vous va? Est-ce que cela vous convient comme objectif d'appel et comme ordre du jour?» Souvent, en 90 des cas, ça va être un oui, mais dans 10 des cas, on va avoir un petit oui ou un non. Et déjà, la vente, elle commence ici. Elle commence ici dans la mesure où, les objections, elles vont arriver là. Moi, je voulais avoir les prix, moi, je voulais avoir un devis, moi, je voulais avoir une démo et c'est là où on va vraiment pouvoir, comprendre pourquoi est-ce que la personne attendait ça et du coup recentrer un petit peu l'appel. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que tu... Ah, j'ai un petit écho. Ah ouais, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que tu nous donnes des tips qui peuvent... ça peut sembler, comment dire, naturel ou basique, mais en Mmh. fait, je suis certain que tu as une grosse majorité d'entretiens de découverte, de rendez-vous de découverte, Mmh. où tu n'as pas ça. Tu n'as pas les objectifs, par exemple, et encore moins ce que tu nous dis, les petits tips, ce que l'on ne va pas faire, ou selon moi, un appel réussi serait de... Mmh. Ça, je pense que, tu vois, moi-même, j'essaye d'énoncer l'objectif, Mmh. et parfois j'oublie de dire, tiens, dans cet entretien, je compte pas vous faire une Mmh. démo produit. Exactement et tu as raison, Alexandre, de le mentionner parce qu'on réinvente pas la roue ici, hein. Ce dont on va parler, je pense que, ceux qui nous écoutent, vont pas être surpris de ce qu'on va aborder. En revanche, quand, on est sous l'émotion, quand on parle à quelqu'un qui peut être un petit peu rugueux, c'est là où ces petites choses peuvent nous aider, en fait. Donc c'est une petite caisse à outils qui est toujours bien d'avoir à disposition et qui peut nous permettre de nous sortir d'un petit piège. Ouais, donc voilà, avant de passer à la suite, pour les auditeurs, c'est top parce que ça leur donne en fait des tips concrets à Mmh. appliquer, et cette trame-là, ils pourront la mettre dans leur playbook, à imprimer, Mmh. l'avoir à leur Tout à fait. côté. Mmh. Et ça, du coup, ces épisodes-là sont vraiment Mmh. précieux. Donc, merci Amine. On va Ouais, passer à pas la de suite du souci. coup. Ouais, on passe à la deuxième partie des Ouais. 6 sections dont on a parlé. Là déjà, si on a un oui, j'ai presque envie de dire que le plus dur est fait. Le plus dur est fait, pourquoi? Parce qu'on va déjà éviter la caricature d'un appel de découverte qui est l'interrogatoire classique, où, le commercial ou la commerciale va poser une batterie de questions, la personne en face va répondre, mais en soi va pas savoir, quel est le fil rouge et pourquoi est-ce qu'on aborde toutes ces questions-là. Donc déjà ici, on pose des fondations très solides. Ouais, et puis même pour le vendeur, hein, d'avoir ce fil rouge, c'est tout de suite plus simple quand tu fais Complètement. des appels de découverte. Ouais. Et on n'aura pas les objections de «Donnez-moi vos prix, envoyez-moi un catalogue» parce qu'on les a déjà traités dans l'introduction. Donc la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les faits. C'est la partie la plus facile, c'est celle que je pense les commerciaux en général, font plutôt bien. C'est tout simplement de récolter les faits, qui vont nous aider, à mieux comprendre le business, à mieux comprendre l'entreprise, à mieux comprendre l'activité et ici, j'ai une toute petite astuce à partager. C'est une astuce, qui a une terminologie qui s'appelle TED, T-E-D. T pour tell, E pour explain, D pour describe et en fait, ce sont, 3 verbes qui vont nous permettre d'éviter de poser des questions fermées. Ce que je veux dire par là, c'est que les questions fermées, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose que de poser des questions fermées, mais on va plutôt les éviter dans un appel de découverte. Les questions fermées, on va plutôt les garder pour la négociation, pour le closing, où là, on peut dire: «Est-ce que vous êtes à même de signer ce devis aujourd'hui? Oui, non?» C'est une très bonne question fermée. Dans l'appel de découverte, on va plutôt utiliser les questions ouvertes et donc Alexandre, si je te demande: «Est-ce que tu peux me parler, de ta société? Est-ce que tu peux me décrire, ta stratégie? Est-ce que tu peux me dire comment vous faites pour recruter aujourd'hui?» et bien là, on va vraiment laisser la personne,
nous décrire la situation et parfois va vraiment nous donner des informations qu'on n'aurait peut-être pas eues si on avait posé une question un peu moins ouverte. Ouais, et là, du coup, je renvoie les auditeurs à un épisode que j'ai fait avec Olivier Guérin sur l'utilisation des questions, le Mmh mh. pouvoir des questions. Mmh. Et justement, pour poser les questions ouvertes, il donnait la méthode des Q, où en fait, tu peux poser Mmh, tout à fait. qui, quoi, Ouais, comment, pourquoi. ouais, Et donc voilà, une petite exactement. autre méthode de vente. Ouais. Exactement et là j'invite, il y a plein de petites, astuces, hein, que je pense nos auditeurs connaissent, la question écho. Donc si par exemple, Alexandre, tu termines ta phrase par un mot, c'est de réutiliser ce mot avec, un point d'interrogation à la fin. D'utiliser les silences, d'utiliser aussi, peut-être des contradictions. Si jamais on se rend compte qu'il y a 2 phrases qui sont contradictoires, de challenger un petit peu le prospect pour voir un petit peu pour mieux comprendre un peu la situation. Hem, Ouais. Tu dis que que les auditeurs connaissent ça, mais tu vois, par exemple, la gestion des silences, mmh c'est pas si facile que ça. C'est pas évident, ouais. Et beaucoup de commerciaux, notamment en début de carrière, ne laissent pas un seul silence, en rendez-vous, hein. Oui, tout à fait et c'est normal, parce que quand on a moins d'expérience, on est peut-être un petit peu plus dans l'émotion. On n'a pas toujours forcément le recul nécessaire, donc c'est pas évident. C'est pour ça que petit à petit, c'est bien de s'entraîner et c'est bien même de s'entraîner avec ses collègues, avec son manager. On dit souvent qu'il y a cette règle de 2 ou 3 secondes. C'est bien parce que les gens ont pour reprendre Blaise Pascal: «La nature a horreur du vide», les gens n'aiment pas le silence. Donc dès que, souvent ce que je dis aux gens que je coach, c'est la 1re phrase qui vient après un silence, elle est déterminante sur ce que pense en fait la personne en face. Souvent, en négociation surtout. Bon c'est un autre sujet. Ouais. Donc Ouais, ça c'était la oui pardon Alexandre? donc oui, de ne pas hésiter à utiliser les silences, en Exactement, rendez-vous, ouais, c'est un très bon conseil. ouais. Ça, c'est la deuxième partie. On récolte les faits, on essaie d'aller récolter des faits qu'on n'a pas pu récolter lors de la préparation de l'appel et ces faits vont nous permettre d'aborder la troisième partie qui sont les difficultés. Les difficultés, c'est ce qu'on appelle les pains en anglais ou les challenges, quoique c'est pas tout à fait la même chose, on y reviendra. Mais souvent, en fait, quand, moi je fais du coaching avec mes commerciaux, je leur demande quels sont les challenges de tel prospect et si on me dit: «Bah, cette personne, veut doubler le chiffre d'affaires». C'est pas vraiment un challenge, c'est un fait, en fait. Le challenge, c'est est-ce que le prospect a les moyens de doubler le chiffre d'affaires? Quels sont les outils que ce prospect va utiliser et est-ce qu'aujourd'hui c'est viable ou pas? Et donc ici, c'est toute la technique en fait de l'appel de découverte, c'est en fait, d'essayer d'en déduire des difficultés. Ouais. Effectivement, il y a une complexité de transposer, ce que la personne va dire, donc des faits Mmh, en difficulté. exactement. Et là, je vais donner une petite astuce encore une fois. Souvent, même si on ne vend pas tout à fait les mêmes types de solutions, on peut distinguer les difficultés en 3 parties. Il y a le temps que cela prend à faire les choses pour le prospect, ça c'est la première difficulté. Le coût que ça peut engendrer, c'est la deuxième, et la qualité du produit et du service que le prospect va présenter en fait à ses clients. Et souvent les difficultés tournent autour de ces 3 choses-là. Ça me prend un peu trop de temps pour recruter ou les leads que je reçois ne sont pas de bonne qualité ou aujourd'hui, je passe par de l'externalisation et ça me coûte très cher. Tout ça, ça va nous permettre en fait de tout de suite se dire: «OK, là j'ai une difficulté coût, là j'ai une difficulté temps, là j'ai une difficulté qualité» et derrière, ce qui va être important et c'est ce qui va nous permettre de connecter ça en fait à la proposition et au devis commercial qu'on va faire, c'est de quantifier cette difficulté-là. C'est aujourd'hui, si on fait rien, ça coûterait combien en fait à votre société de ne pas changer votre façon de faire? D'accord? Et plus on va pouvoir quantifier, la difficulté, plus on va pouvoir quantifier le manque à gagner et plus on pourra justifier et défendre une future proposition commerciale. Ouais. Alors là aussi, tu vois, c'est intéressant, mais les épisodes se recoupent. Donc là, tu as un épisode là-dessus, OK. sur savoir quantifier la douleur de tes prospects.
Mmh. Donc, c'est avec Marc Richard de la société Bonjour.io. D'accord. Et on a fait tout un épisode sur ça. D'accord. Parce que là aussi, finalement, c'est pas si simple hein, Pas évident. de savoir faire dire à son prospect Mmh. combien de, je sais pas, d'euros il perd à rester dans un statu quo. Exactement, c'est exactement ça et c'est là que se joue, en fait, le reste, du cycle de vente. C'est que parfois, le le prospect, peut ne pas connaître ses difficultés et là, ça va, dépendre de l'expertise du commercial de l'aider à les trouver, s'il y en a. Parfois, il n'y a pas de difficultés ou des difficultés mineures qui nécessitent pas des investissements à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Et parfois, on peut avoir aussi des interlocuteurs qui, par ego ou par fierté, ne veulent pas en fait admettre qu'il y a des difficultés. Ouais, Et donc ici, on marche sur des œufs et il faut faire attention parce qu'il faut arriver à trouver un juste milieu entre, trouver, vraiment, la difficulté qui pose problème, sans pour autant casser le relationnel et on est capable de le faire, hein, c'est tout à fait faisable si on a fait une bonne introduction encore une fois. Donc ici, tout se joue parce qu'on peut arrêter la vente, on peut pour utiliser le jargon, disqualifier en fait l'appel parce que s'il n'y a pas de difficulté, ben, on arrête là. Si on se rend compte aussi qu'il y en a, mais que les interlocuteurs en face ne sont pas prêts à changer, ça va être peine perdue. On va vraiment, pédaler dans la semoule et peut-être que en fait, c'est une question de timing et qu'il faut se reparler un peu plus tard. ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, mais on ne peut pas vendre à tout le monde. Mmh, Et parfois, on a des rendez-vous effectivement où tu n'as pas la volonté en face, mmh, humaine de changer ou mmh. le besoin et il faut savoir le détecter, ouais. Ou bien le timing n'est pas le bon, C'est on ça. va pas faire un appel de découverte pendant une crise, sanitaire et une crise business de la même façon que quand le business Ouais, va bien. Donc c'est ici, c'est important de bien écouter, je pense, d'avoir une écoute active et d'être capable aussi de disqualifier, pour ne pas, en fait, perdre trop de temps dans le cycle de vente. ouais, très bien, très bien. Donc là, on a fait, 3 parties, c'est On ça? a fait on Exactement, on a fait la moitié. Maintenant, il nous reste la deuxième, les donc 4, 5 et 6 sections, qui vont prendre un petit peu moins de temps. Puisque là, en fait, la quatrième fait référence à pitcher un petit peu votre société. J'insiste sur le mot société, parce que ici, on j'ai pu voir, en fait, des commerciaux pitcher des produits. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais plus on va pitcher, gros et abstrait et plus, en fait, on va laisser la porte ouverte à une solution un peu plus globale. Ça ne veut pas D'accord, dire ouais. qu'il faut botter en touche, hein, mais souvent ici, moi, ce que j'ai pu voir, c'est, bah, écoutez, la solution à votre problème, c'est tel produit. L et ça peut être juste et ça peut être vrai, mais plutôt que de parler de produit, ici, la solution, c'est de répondre, en fait, à un objectif d'abord. Donc je vais reprendre l'exemple des coûts. On va admettre qu'on parle à un prospect qui a des problèmes de coûts de recrutement, qui externalise, le recrutement et ça lui coûte cher. Ici, la solution, avant de parler de nos produits et de donner des noms, c'est déjà de dire la solution, c'est d'internaliser vos coûts, d'accord? Pour internaliser vos coûts, heu, je peux vous présenter, 2-3 solutions qui, à mon avis, peuvent vous aider et ces solutions-là, ça va être, par exemple, de faire du sourcing, de faire de la marque employeur, de faire du ciblage d'annonces et cetera et cetera. Là, je n'ai pas encore parlé de produits, je n'ai pas encore parlé de prix, mais déjà je réponds en fait à la solution. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Alexandre? Bah, c'est vrai que moi je l'ai en tête, hein, effectivement de parler plutôt de solutions que de produits Mmh. mais par contre le tips de présenter, pitcher sa société plutôt que son produit, c'est quelque chose Exactement. que j'avais pas forcément en tête, hein, même si je peux le faire, enfin je le fais. Mmh. Mais c'est intéressant de le souligner que en fait voilà, le besoin auquel tu vas répondre, c'est une équipe de c'est pas que du Exactement. produit, c'est Exactement et ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre podcast qui est la démonstration, des solutions qui souvent en fait, est caricaturée en démonstration des produits. Mais les ouais, solutions, c'est, présenter
déjà la société pour laquelle on travaille, les valeurs, la mission, s'il y en a une, de montrer comment est-ce qu'on travaille, nous, avec nos clients existants. Tout ça, déjà, ça va rassurer et ça va être un gage de crédibilité, en fait, puisque la société qui peut acheter nos solutions va pas juste acheter un produit, elle va acheter, en fait, un service. Et c'est ce service-là qu'il faut mettre en avant. Oui, bien sûr et puis, c'est toujours la vente, c'est toujours, d'humain à humain, c'est pas encore, Exactement, ouais, totalement, de robot à robot. exactement. Donc Heu, on achète aussi à la personne, hein, pas que voilà. à la société ou à un produit. Exactement et puis ici, on va peut-être aussi acheter, une valeur ajoutée, d'un vendeur ou quand je dis un vendeur, c'est d'une société qui vend, qu'on va peut-être pas trouver ailleurs. Je donne un exemple, chez LinkedIn, par exemple, on peut avoir des sociétés, des startups qui ont fait une belle levée de fonds, qui veulent s'internationaliser, qui veulent, du coup recruter, en Allemagne ou au UK ou ailleurs. Ici, la solution, c'est de donner accès à un pool de candidats qui est dans ces pays-là, Ouais, d'accord? Et ça, ça peut, c'est quelque chose à laquelle nous, on va répondre chez LinkedIn, mais en soi, là, ce n'est pas une solution LinkedIn, c'est pas un produit là que j'ai annoncé et c'est ça que la société va rechercher, d'accord? Donc, ici, je pense que c'est une partie qui est assez, je dirais technique puisque, c'est de la communication pure. Il s'agit d'utiliser les bons mots, il s'agit de connecter un petit peu tout ce qu'on a fait, auparavant avec, les bonnes solutions et la petite astuce, c'est pas tout de suite de jumper et de parler des produits et de donner les prix, mais vraiment de répondre à un problème. très bien. Très Ensuite, on passe à l'avant-dernière partie qui est, un petit récap et les prochaines étapes. Donc ici, encore une fois, je pense que, ça va surprendre personne que de faire un petit récap, intermédiaire, de bien lister, les faits, de bien lister les difficultés, de bien lister le coût, si on ne change pas le statu quo, de bien lister, les solutions que l'on peut apporter et ici, c'est bien de le retranscrire avec une phrase, avec un verbe, internaliser les coûts, par exemple, internaliser le recrutement, par exemple. Et donc, ici, on peut demander l'avis au prospect. Est-ce que ce récap vous va? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Est-ce qu'il y a des choses importantes dont on doit parler maintenant? Souvent, si le travail a été fait de concert, on a couvert la majeure partie des points, mais c'est toujours bien de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a pu omettre. Suite à cela, toujours dans le récap, c'est, une partie, on va dire, un petit peu émotionnelle pour les commerciaux puisque, hem, je je suis partisan de donner une fourchette budgétaire dès cet appel de découverte. d'accord. C'est un parti pris, je dis pas encore une fois, je dis pas que ne pas le donner, ce n'est pas la bonne démarche. Je connais des commerciaux qui ne donnent pas les budgets et qui sont très bons. Je vais juste expliquer pourquoi est-ce que, moi je donne une fourchette budgétaire. Je donne une fourchette budgétaire dans le sens où, le B2B dont je t'ai parlé Alexandre, on parle de B2B sur du SMB et sur du mid-market. Donc, cette approche-là va s'adapter en fait à ce segment de compte, puisque les commerciaux vont avoir un gros portefeuille de comptes. Ils vont avoir 200, 300, 500, 1000 comptes parfois à gérer et donc en fait, va se poser le problème du temps, et du nombre de rendez-vous qu'on va faire par semaine et des objectifs à atteindre et cetera. Donc ici, le fait de parler de la fourchette budgétaire qui est différent de donner les prix des produits, c'est pas pareil, ça va nous permettre de qualifier ou de disqualifier le prospect dès l'appel de découverte. L'une des astuces, c'est de dire: «Écoutez, monsieur le prospect ou madame le prospect, j'ai déjà aidé une société similaire à la vôtre, qui avait un challenge X. Pour résoudre ce challenge X, on a fait appel à telle solution et l'investissement a avoisiné entre 20 et 40 000 euros. Silence. Est-ce que c'est quelque chose, qui est envisageable pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire? Une question fermée pour bien savoir si on avance ou pas. Et c'est là où on va voir si justement le prospect va dire oui ou si le prospect va dire, ce qui est souvent le cas: «Bah, ça dépend si vous me montrez le ROI».
ou le prospect va dire: «Ah, absolument pas, moi j'envisageais une solution à 2 000 €». Donc ici, l'intérêt de poser cette question-là, c'est vraiment de gagner du temps dans le cycle de vente. Pour les grands comptes et pour les key account managers ou pour les comptes stratégiques, ce n'est pas forcément une méthode que je recommanderais parce que là, on parle vraiment d'un autre, type de vente, et je pense pas qu'une fourchette, en fait, aurait du sens pour ce type de vente-là. Ouais. Alors c'est rigolo, j'ai lu un article cette semaine, de la société, Gong.io, Ouais, OK. donc société américaine, Ouais, qui je connais. propose des tu connais, ouais, des Ouais, logiciels pour enregistrer les calls, hein. ouais, D'ailleurs, avec ma société, on essaye de faire ça, mais avec de la ouais, vidéo c'est super, hein. et ouais et du coup, ils ont fait eux ont fait un article sur, avec des stats, assez appuyées et cetera, Mmh. pour démontrer qu'en fait, plus la question du budget était abordée tôt dans le cycle de vente Mmh. et plus le taux de conversion des ventes était élevé. D'accord. Et alors j'imagine que comme tu l'as dit, Gong, il s'adresse beaucoup effectivement aux sociétés plutôt mid-market, donc Mmh. les entreprises moyennes. Mmh, tout à Donc fait. je sais pas si leurs recherches, ont été sur des les grands comptes et cetera. Mmh. Mais tu vois, ils te disent ça dans cet article qu'effectivement, ça sert pas forcément à grand chose de repousser la question du prix le plus loin possible. Mmh. Mmh. Donc c'est intéressant, hein, finalement, tu as beaucoup de croyances aussi dans la vente Mmh. et finalement, c'est pas forcément, prouvé par les chiffres, quoi. Mais c'est bien ce que tu mentionnes, Alexandre, parce que Gong a la particularité d'appuyer, ses recommandations, sur des données, sur des stats et sur des appels passés. Ouais, Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu une recherche de leur part pour montrer que justement, les commerciaux qui étaient les plus performants étaient ceux qui, annonçaient le budget le plus tôt. Et bon, on va pas faire de la publicité, gratuite, mais voilà, c'est intéressant quand même d'analyser les calls et de voir les tendances de ceux qui performent et de ceux qui surperforment. ouais, exactement. Donc Si tu peux faire de la pub, hein, j'en fais, OK, OK, j'en fais d'accord. moi-même, OK, pas de souci. Hem, donc ici, on va aussi avoir peut-être un entre-deux. On va peut-être avoir un prospect qui va nous dire, «Bah, je pensais pas, que la fourchette serait entre 20 et 40. Moi, je m'attendais plutôt à quelque chose autour de 10». Et là, c'est très bien, c'est parfait. Notre rôle, en tant que commercial, c'est de dire: «Pas de problème, je comprends que vous ayez des contraintes budgétaires, surtout par les temps qui courent. On peut tout à fait commencer avec 10 000». Moi, quand je vous disais 20-40, c'était vraiment pour répondre à ce challenge, à 100. Mais, on peut tout à fait commencer avec 10 000 et ça va répondre partiellement, en fait, à votre challenge. Donc on peut tout à fait démarrer comme ça. Et là, on va solidifier la confiance parce qu'on va pas faire de la survente et on va vraiment tisser une relation de confiance. Dans le cas où le prospect dit 2 ou 3 000 et qu'il y a un challenge, qui est vraiment important, ici, c'est important de jouer notre rôle et puis de dire qu'on ne peut pas, mettre des rustines, si on a un énorme problème. Il est impératif d'avoir un investissement un peu plus conséquent pour résoudre, des gros problèmes. très Hem bien. et donc voilà pourquoi cette question est importante. Juste avant de passer à la dernière étape qui est la conclusion, toujours dans cette 5e section, une un point qui va être important, c'est aussi de parler un petit peu de processus de prise de décision. Et ici, moi, ce que j'aime bien, présenter et puis, quand je coach aussi les commerciaux, ce que j'aime bien rappeler, c'est avant de convenir de notre prochain appel, au cours duquel nous allons connecter les solutions à vos challenges, qui doit-on inclure dans notre projet? Comment ça se passe en interne quand on doit, avancer sur un projet comme celui-ci? Est-ce que, vous avez déjà investi dans des montants similaires et sur des projets similaires? Essayez un petit peu de poser ces questions-là pour voir un petit peu comment est-ce qu'en interne ils prennent leurs décisions. Est-ce qu'on doit inclure le DAF? Est-ce qu'on doit inclure le CEO? Est-ce qu'on doit, faire une étude de cas? Et là, ça va être important pour le closing et pour la négo. Ouais, c'est assez classique effectivement que le commercial ne pose pas cette question et se trouve embarqué finalement dans une relation commerciale avec, quelqu'un qui sera pas in fine décideur, Exactement. et de louper finalement la personne qui va pouvoir donner le cachet, pour signer, ouais. Exactement. Et ici, petite astuce que je partage, qu'on utilise beaucoup à LinkedIn, c'est la méthode rapide, RAPID.
On peut trouver ça sur Google facilement ou je pourrais envoyer une presse après. Mais c'est qui décide de quoi? Parce que souvent, quand on dit: «Est-ce que c'est vous qui décidez sur le projet?», on va avoir un oui. Mais il y a une différence entre celui qui décide de ce projet est viable et celui qui va décider de oui, on va investir et on va payer 10 000 € ou 30 000 € sur ce projet-là. C'est pas tout à fait pareil. Et Ouais, est-ce que le commercial va rechercher? C'est surtout celui qui va signer le bon de commande. Donc c'est tout simplement de poser la question. Est-ce que vous êtes à même de signer un bon de commande? Est-ce que on doit plutôt inviter la personne qui doit le signer? Ici, je veux pas non plus qu'on mette la charrue avant les bœufs. L'idée, c'est pas de bâcler la vente et c'est pas de forcer la main, mais c'est bien d'avoir des questions qui vont graviter autour de cette thématique. ouais, très bien. Écoute, c'est encore des types hyper pratiques facilement, qu'on peut mettre facilement en place, donc c'est top. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu arrives dans ta dernière partie qui est Voilà. la conclusion. Exactement. Et ici, c'est tout simple, hein. L'idée, c'est déjà de caler un point dans les agendas. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le cale en live, parce que je veux éviter les allers-retours, Ouais, je vais vous envoyer mes créneaux et cetera. On est tous passés par là. Donc d'envoyer déjà, l'invitation, comme ça elle est calée dans les agendas. C'est aussi le bon moment pour savoir qui décide et qui est le CEO, qui est le DAF et cetera, de demander les adresses email. Hem, donc ça, c'est la première chose de la conclusion. De préparer un ordre du jour pour le prochain appel. Donc on va parler de ça, on va parler de ça. Moi, je vais faire un point avec mes équipes en interne, on va vous préparer une proposition commerciale sur mesure et cetera. 3e point, c'est toujours bien aussi d'envoyer du contenu en amont de cet appel. Il y a plein d'outils bien faits, pour, renvoyer les prospects sur un blog, un blog HubSpot par exemple, sur, SmartLink qui est sur la plateforme LinkedIn. Ça va permettre d'éduquer un peu le prospect sur le prochain appel et aussi de voir un peu quel est leur intérêt. Parce que si on voit que la personne n'a rien consulté, c'est peut-être pas bon signe. Si on voit que la personne a consulté les documents, c'est qu'on a affaire à un ambassadeur. Et donc déjà, ça va bien mesurer en fait l'intérêt du prospect que l'on a en face. Et après, bah, tout simplement, c'est tout bête, hein, mais de remercier les personnes, puisque sur cet appel, mine de rien, c'est surtout les prospects qui ont parlé, c'est surtout les prospects qui nous ont donné des informations, c'est eux qui ont joué le jeu. Donc c'est important de les remercier et de leur dire que grâce à ça, ça va beaucoup nous aider à avoir une présentation sur mesure, ça va beaucoup nous aider à justement aller droit à l'essentiel et que justement lors du prochain appel, c'est un petit peu le côté un peu plus sexy pour eux, c'est qu'ils vont voir un petit peu comment ça marche, ils vont voir un petit peu des cas pratiques et du coup, être arrivé déjà à cet appel, vraiment «presque excité» entre guillemets, presque prêt pour voir un petit peu ce qu'on peut proposer. bon, bah écoute, très clair tout ça. C'est bien, Mine, parce que tu as fait le timing parfait, une quarantaine de minutes. J'ai même pas fait exprès. Ouais, en général, à 40 minutes, je demande aux invités si ils pensent avoir fait le tour du sujet avant qu'on passe aux dernières questions. Mmh. Donc, bravo. Bah, écoute, merci. C'était tout à fait naturel, hein. J'ai même pas fait exprès. T'as pas fait exprès, ouais. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux dernières questions? Juste peut-être un petit rappel, Alexandre, c'est que Ouais, tout ça, c'est de la théorie, encore une fois. oui, Si tu me demandes demain de faire un appel, je serai pas capable de tout faire parfaitement comme ça, soyons honnêtes. Mais c'est important juste de se raccrocher, en fait, à ces petits points, puisqu'il y a certains points qui vont être critiques pour un appel. Donc c'est toujours bien d'avoir cette caisse à outils, pas loin pour se dire: «Ah zut, j'ai pas pensé à ça, il faut que je refasse» ou ça, je vais vachement insister là-dessus parce que je pense que ça va être important pour l'échange avec le prospect. et ouais, c'est ça qui est bien la vente, hein, c'est que c'est une matière vivante, Mmh, ça se passe jamais comme tu l'as prévu. complètement. Ouais. Mais juste, d'où l'importance d'avoir à la fois cette trame et puis d'avoir aussi, bah, la capacité Mmh. de s'adapter au rendez-vous et à son interlocuteur. Ouais, Et, complètement. et donc, beh, ça vient, Mmh. hein, bien sûr, avec l'expérience Mmh. et avec des méthodes comme ça que dont tu as un peu parlé.
Exactement. Puis pour terminer très, très rapidement, s'il y a peut-être une chose qu'on peut retenir, je dirais, c'est l'introduction. S'il y a vraiment une chose que nos auditeurs souhaitent tester, c'est de faire leur propre intro avec cette trame-là Ouais. et de voir un peu ce que ça peut donner. Mais On c'est vrai que déjà, s'ils arrivent à faire ça, ça fait déjà Exactement, une exactement. progression qui va beaucoup les aider. Ouais. Exactement et peut-être que le premier jet sera un peu balbutiant, peut-être que ça va sonner un peu faux, peut-être que ça va être un peu long, mais c'est pas grave. C'est en pratiquant que justement l'intro, sera bien huilée et après, ça va vraiment même si on suit pas la trame qui suit derrière, c'est pas grave parce que l'introduction permet déjà d'être bien installé sur le coup. Ouais. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, est-ce que toi, Amine, tu as du contenu à nous proposer, à proposer aux auditeurs, que ce soit audio, vidéo, des lectures? J'ai un peu de contenu. Alors, c'est un peu, il y a du contenu très lié à la vente, mais il y a aussi du contenu qui s'éloigne un petit peu plus de la vente et qui s'adresse peut-être un peu plus à tous les professionnels, qui travaillent. Déjà, bon, c'est peut-être, un incontournable, mais la première chose qui m'est venue en tête quand je pensais à du contenu, c'était, la vidéo TED de Simon Sinek sur, Ouais, le Golden Circle, sur le why. ouais. C'est très puissant, hein, ce qu'il fait comme toujours Simon Sinek. Pourquoi est-ce que je le recommande? Tout simplement parce que c'est important de savoir pour un commercial pourquoi est-ce qu'il vend et de comprendre un petit peu aussi pourquoi est-ce que sa société, vend cette solution-là et c'est une réponse qui, pour ma part, moi, ça m'a pris plusieurs mois pour vraiment être à l'aise avec mon pourquoi à moi. Mais je pense que dès qu'on l'a, on est droit dans ses bottes et on est capable vraiment d'être, très performant. Hem, ouais, tu voulais ajouter quelque chose, Alexandre? Ouais, effectivement, on en a parlé dans un épisode aussi, là, notamment sur l'onboarding, OK. avec Jean-Bernard Bellé, qui est un entrepreneur à Mmh Toulouse. mh. Et Mmh. effectivement, dès les premiers jours, il insiste sur pourquoi tu es ici, pourquoi Mmh. tu veux travailler avec nous, et essaye de Ouais, réfléchir à ça. ouais, tout à fait, ouais. 2e chose, que je peux recommander, il y a sur LinkedIn, il y a une plateforme qui s'appelle LinkedIn Learning, qui propose des vidéos et des cours en ligne, pour, certains, gratuits et il y a, 5 cours que je pourrais te partager après, qu'on pourra peut-être partager à Ouais, nos auditeurs sur, comment pitcher en sales, comment, parler à des CEO, comment poser des bonnes questions. Donc ce sont des cours qui, durent de 30 à 90 minutes et ça permet vraiment de structurer un point très précis du cycle de vente. bah, ouais, ça m'intéresse effectivement, Mmh. si tu as les liens vers ces vidéos, je les Ouais, mettrai en note, du podcast. très bien, bah, je t'enverrai ça tout à l'heure. Mmh. Ouais, très En bien. termes d'ouvrages, ce qui me vient spontanément, j'en ai 2 en tête. Le premier, c'est un ouvrage de Carol Dweck sur, le growth mindset. Alors difficile de traduire ça en français, mais Carol en fait, a écrit un livre sur, le fait qu'on a 2 façons, 2 états d'esprit de traiter, le changement, de traiter ce qui se passe autour de nous. Soit on a un fixed mindset, soit on a un growth mindset et elle explique un petit peu ce que c'est et moi ça m'a beaucoup aidé dans le coaching notamment pour, justement, ne pas se limiter en fait, à ce qu'on appelle les limiting beliefs ou à ce qu'on appelle les restrictions qu'on se met inconsciemment, ce qui peut beaucoup arriver en vente, notamment lorsqu'on a des objections, notamment lorsqu'on parle à quelqu'un d'un peu rugueux. Donc c'est un très très bon livre qui se lit très facilement. Et le deuxième, qui est un peu plus orienté vente, c'est le Challenger Sales par Matthew Dixon et Brent Adamson, qui est un petit peu une référence en la matière, nous qu'on propose en fait à tous nos nouveaux embauchés. Et Ouais. qui est très bien fait, qui se lit très bien. Ouais, Challenger Sales, on en a déjà parlé dans le podcast, mais OK, par contre, Growth Mindset, pas c'est la première fois OK. que je l'ai dans le podcast, donc bah, écoute, on va regarder ça. Il y a pas mal de vidéos TED aussi là-dessus. Après, heu, m moi je pense que, et on en revient à ce que tu disais au tout début, ce qui peut aussi aider, nos auditeurs, c'est de mettre un petit peu le pied sur le coaching et de vraiment,
s'ils ont l'opportunité avec leur propre manager, avec des coachs en interne ou même, avec des webinars aussi qui parlent de bonnes pratiques, avec ce que tu fais aussi sur d'autres podcasts. Je pense que déjà tout ça, c'est du très, très bon contenu et comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit parfois juste d'une astuce ou d'un détail pour peut-être déverrouiller, pas mal de potentiel. Ouais, puis là, c'est mon instant pub, mais si les auditeurs ont un petit budget formation, on a mis des choses en place avec notre plateforme où en Complètement. fait tu peux déposer ta vidéo sur notre plateforme Vive Mmh. et 48 heures après, tu as un coach qui a fait ton analyse. OK. Voilà, donc ça peut être financé par des budgets formation, donc Mmh. n'hésitez pas à tester. Je pense, aussi à Human School, qui propose Ouais, des très bons webinars, et puis, voilà, puis après, pour les sociétés qui ont du budget, du coaching externe avec des coachs certifiés. Je ouais. précise bien le mot certifié parce que c'est important quand même d'avoir des professionnels qui ont de l'expérience. Et ça peut être du coaching individuel ou du coaching d'équipe. Ouais, on le fait nous en Mmh. interne, c'est hyper puissant effectivement. Mmh. Est-ce que toi, Amine, tu as des routines ou des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent d'être efficace et Mmh. performant? Ouais, en termes d'outils, hem, j'ai 2 types d'outils, des outils plutôt liés à la productivité pour vraiment gagner du temps et des Ouais, outils, plutôt liés à la génération de leads et à la visibilité. ok. Je vais juste en citer quelques-uns. Sur la productivité, déjà, il y a plein d'outils, pour, prendre des rendez-vous, en signature email, pour ne pas les citer, HubSpot, Calendly, Microsoft, font des petits plugins très bien, qu'on Ouais, peut insérer dans les signatures email. C'est toujours bien quand on part en congé, quand on est en vacances, quand on est en formation pour une journée, d'avoir, des prises de rendez-vous qui se font pour ne pas, perdre une semaine, à notre retour de vacances, par exemple, ce qui peut arriver, et d'avoir déjà des rendez-vous de pris. Je pense aussi à des outils pour, automatiser un petit peu les emails. Chez LinkedIn, on utilise Sendbloom. Il y a aussi des outils comme Phrase Express pour, taper des raccourcis, pour que des phrases, se tapent automatiquement, histoire de gagner du temps. Et puis après, en termes de génération de leads et en termes de et puis Gong aussi, parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est un outil très, très performant pour analyser les données des calls. Hem, à voir si, après on est à l'aise en fait à enregistrer les appels, ça c'est un autre débat. Et pour ce qui est de la génération de leads, ben, LinkedIn est un incontournable et notamment Sales Navigator. Sales Navigator propose aussi de mettre en place ce qu'on appelle le produit SmartLink qui permet de créer un espèce de mini blog avec, un devis ou, une présentation et de voir qui l'a consulté, combien de fois, téléchargé, pas téléchargé, qui a vu quel slide. Donc ça, c'est intéressant pour voir un je petit peu l'intérêt. je connaissais pas ça, tu vois? Ouais, moi je l'utilisais beaucoup. Je faisais, même des présentations, à l'époque quand je couvrais le sud-ouest de la France, j'avais préparé une presse qui donnait que des insights sur, la présence de LinkedIn en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine et ça a permis en fait de casser une idée reçue qui était, à l'époque, que LinkedIn n'était pas présent en province et ça m'a généré, pas mal de leads à l'époque. OK, très Hem Quoi d'autre en termes de génération de leads? Bah, ce qui est dans l'air du temps, faire des webinars, publier du contenu. Je parle de publier, pas forcément de partager du contenu existant parce qu'aujourd'hui, je pense que les meilleurs commerciaux sont ceux qui, créent eux-mêmes leur propre contenu. Ça peut être une vidéo de 30 secondes, ça peut être, une infographie faite avec l'équipe marketing, ça peut être, un avis aussi, une opinion sur une solution. Et je pense que là aussi, on se distingue un petit peu, de la concurrence, en se positionnant vraiment comme un expert et comme un consultant stratégique. bien. Ouais. Ça aussi, hein, c'est toujours le step à passer pour le commercial de passer à de la création de contenu Mmh. assumé et réfléchi. C'est pas toujours facile, hein, mais bon, Non, c'est pas toujours c'est comme évident. tout, faut Mmh. commencer petit Exactement, et puis après on fait un podcast. exactement. Et en Euh, termes de routine, Alexandre,
Bon, il y a plein de si on va sur internet maintenant, il y a plein de blogs, il y a plein de sites qui expliquent plein de routines. Je pense que déjà il en faut une. C'est tout bête, hein, mais je pense que c'est important d'en avoir une. Pourquoi? Parce que, chez LinkedIn, on associe souvent, les commerciaux à des athlètes de haut niveau. Oui, On utilise beaucoup l'analogie de, un call égale un match, par exemple. Si pour les amateurs de sport collectif, imaginez que, une équipe de foot, fait, à peu près 50 matchs, dans la saison. Bah, vous, combien de rendez-vous est-ce que vous faites dans un trimestre ou sur une année? Et c'est important de se dire que ça consomme beaucoup d'énergie tout ça. Donc c'est important de l'entretenir et de la réalimenter. Donc il y a plein d'astuces. Moi perso, je suis quelqu'un qui a une routine matinale. J'aime bien avoir, toujours me réveiller à la même heure, toujours, avoir mes petites, étapes, faire ma méditation, faire ma marche, lire un petit peu ce qui se passe dans l'actualité. Mais voilà, je pense que, ici, il y a plein de blogs et plein de blogueurs qui ont plein de bonnes idées sur quelles sont les bonnes routines. Donc je vais pas trop, m'attarder là-dessus. Hem, ouais, mais c'est vrai que au-delà des routines, c'est les habitudes. Quand tu arrives à inscrire des bonnes habitudes Tout en à fait, routine, c'est là où tu peux devenir vraiment performant. tout à fait. Et ça, il y a un bouquin, c'est La force des habitudes que je Mmh. conseille aussi, OK, qui est très bien, OK. qui explique ça. Très bien, écoute, on va bientôt arriver à l'heure d'entretien. Donc, Ouais, est-ce que pour conclure, tu pourrais nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière? une vente qui m'a marqué, hem, comme je suis plus trop sur le terrain maintenant, je vais essayer de de repenser à ce que je faisais il y a quelques années. Je dirais, oui, peut-être l'une des premières d'ailleurs chez LinkedIn, hein. Peut-être, je vais parler de la première. Heu, C'est souvent la première hein, qui revient. ouais, ouais, ça m'a pas mal marqué parce que j'avais justement utilisé Sales Navigator, je regardais un petit peu les sociétés qui recrutaient et j'étais tombé sur une agence, immobilière qui recrutait beaucoup d'agents immobiliers justement et je fais un appel avec la DRH et puis la DRH, me dit, voilà, on dépense 200 000 € par cabinet de recrutement. Et moi, j'ai les yeux qui grossissent et je vois des dollars partout. Je me dis: «C'est parfait, je vais vendre une solution à 200 000 €». Et bon, je fais ma découverte, qui était loin d'être parfaite à l'époque, hein, bien sûr. Ouais. Et puis, je relis mes notes et en fait, je me rends compte que tout simplement, j'avais pas de pain. Elle m'avait, donné pas mal de faits, mais elle m'a pas parlé de ses difficultés. Et ça me dérangeait de faire, une démonstration alors que je n'avais pas de difficulté. Je me suis dit: «Ça va jamais marcher, elle va pas me croire, parce qu'elle a pas de difficulté». Donc, je l'ai rappelée, juste avant, 2-3 jours avant notre démonstration et je lui ai dit: «Voilà, madame Ribel, j'ai relu mes notes et en fait, je m'aperçois que vous avez pas de difficulté, que ça a pas l'air de vous déranger plus que ça de dépenser 200 000 €». Et à ma surprise, elle m'a dit: «C'est vrai, on n'a pas spécialement ça nous dérange pas plus que ça de dépenser 200 000 €, mais en revanche, on veut vraiment tester LinkedIn. On est vraiment prêt à mettre 30 000 € pour voir un peu ce que ça donne parce que tout le monde nous en parle et j'aimerais bien tester un petit peu». Et donc, juste en faisant cet appel de 3 minutes, bah, ça m'a permis de recentrer ma démo, de faire une proposition à 25 000 € et voilà, elle a signé et puis ça a marché et elle a renouvelé après. Très bien, ouais, écoute, belle vente. Donc, là, qu'est-ce que tu as retiré comme apprentissage finalement? Bah, l'importance des difficultés, Oui, d'un prospect, c'est qu'en soi, je les avais pas au début et comme je les avais pas, je l'ai rappelé pour, lui demander si elle en avait et en fait, elle en avait pas spécialement, mais elle était prête à prendre ce challenge de tester un peu, les réseaux sociaux, de tester un peu le recrutement digital, pas du coup à hauteur de 200 000 €, mais 10 de ce qu'elle dépensait déjà. Donc, ouais. j'ai pas du tout pitché 200 000 € du coup, j'ai pitché 25 et elle a signé pour 25. Ouais, finalement, ce call intermédiaire t'a permis
de bien ajuster ta proposition financière et de pas juste lui envoyer un devis à 200 000 euros ou à 190 000 euros. Exactement, et si je l'avais fait, ça ne serait pas passé, puis j'aurais jamais pu récupérer la chose. C'est ça. Ok, très bien. Si tu pouvais interviewer quelqu'un sur ce podcast, tu interviewerais qui? J'ai ce nom en tête parce que j'ai parlé avec lui hier au téléphone, je dirais Jérôme Guidou. D'accord. De Sales Trooper. Ok. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que on a bon, déjà il a une expérience commerciale reconnue. Il est passé par de très belles sociétés comme Up2, comme Digimind. C'est un ancien de Xerox aussi, Xerox qui est une super école de vente. Ouais. Donc il a vraiment fait le tour un petit peu de la vente. Et pourquoi je le cite? Parce que tout simplement, je parle un petit peu en son nom, mais on partage un peu la même philosophie commerciale. C'est-à-dire que on est vraiment dans la consultation, dans l'écoute, dans la structure aussi, parce que la vente, même si ce n'est pas une science exacte, ça reste une science. On ne peut pas s'improviser vendeur comme ça. Et n'est pas bon vendeur n'importe qui. On est tous capables de vendre un deal, mais faire ses objectifs de manière consistante, c'est un autre challenge. Et je pense que Jérôme, il pourrait apporter toute son expertise là-dessus. Ok, bah écoute, le monde est petit parce que j'ai aussi Clément Martin qui m'en a parlé. Ouais, tout à fait. Donc, ouais. donc, Bah tiens, j'aurais très bien pu citer Clément aussi. Ah bah Clément, c'est déjà fait. Il est déjà passé. Ok. Écoute, très bien. Bah, je proposerai à Jérôme s'il veut passer dans les héros de la vente. Et puis, comme ça, la boucle sera bouclée. Du coup, Amine, merci beaucoup pour nous avoir accordé 1 heure de ton temps. Bah, merci à toi pour l'invitation. Ouais, t'es en direct de Dublin, c'est ça? Ou t'es En en direct France? de Dublin, ouais, exactement. Bon, bah écoute, très bien. Profite bien de la pluie du mois de juillet à Dublin. Je parle en connaissance de cause parce que j'avais fait des vacances 2 semaines en août et je crois que j'avais passé mes 2 semaines en Kawaii. On dit souvent qu'à Dublin, on peut voir les 4 saisons en l'espace de quelques heures. C'est ça, ouais. C'est ça. Et si jamais on veut te joindre sur LinkedIn, pour toi, c'est très bien, j'imagine. Oui, LinkedIn, par email, oui, sans aucun problème. Ok. Bah, écoute, passe un bel été et puis. Merci Alexandre, toi aussi. Et puis bonne continuation là-bas en Irlande chez LinkedIn. Et, merci beaucoup. Et à très bientôt alors. À très bientôt Alexandre. Merci pour l'invitation. Ouais, salut. Salut. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!